Donc, cette dernière étape avant la période d'atelier final au retour du dîner vise à continuer de vous alimenter, en souhaitant de vous faire réfléchir pour qu'on construise pas à pas une compréhension du bien commun, de la valeur au principe à la réalité et à des pratiques spécifiques. Donc, ce qu'on a là, on va avoir une série de mini-conférences où, en rafale, des gens viendront vous présenter des initiatives. On a essayé de choisir des initiatives dans des domaines les plus différents les uns des autres, qui portent sur des sujets différents, des domaines d'apprentissage différents et qui utilisent des pédagogies ou des méthodologies différentes. C'est un échantillon, donc il ne faut pas y voir, il n'y a pas de prétention à l'exhaustivité. Mais ce qu'on a visé, c'est continuer de réfléchir au bien commun par des pratiques et plusieurs impliquent des collaborations. Donc, toucheront au thème, à un des sujets qu'on a traités. La manière que ça va fonctionner, à tour de rôle, j'inviterai les personnes à venir au Lutrin faire leur mini-conférence et par après s'asseoir sur les fauteuils. Donc, une personne après l'autre, je les présenterai et je les inviterai à venir prononcer leurs mots. Première personne, Sébastien Stas, qui est de cadre 21, et sa conférence porte le titre « Les badges numériques pour le partage des communs en éducation ». Sébastien? La manette, là, ça a l'air que la manette, c'est un enjeu. Oui, un piton vert. C'est bon, merci. Alors, bonjour. Je vais prendre le temps de dire bonjour à ceux qui sont à distance aussi. C'est toujours le cas. Prendre le temps de les chier en hybride, c'est toujours pas évident de suivre des conférences ou des événements. Je veux dire que je suis un peu, en tout cas, je suis fier d'être ici, mais en même temps, j'ai une petite crotte au cœur par rapport à la bibliothèque. Moi, je suis né dans le Centre-Sud. Je suis gradué de Pierre-Dupuis, du Cégep du Vieux-Montréal, de l'UQAM. Ici, c'était le Palladium de Montréal. Je faisais du patin à roulettes ici. Et ils ont tout mis ça à terre pour faire une bibliothèque. Non, mais honnêtement. Donc, ça verse un peu mon enfance. Donc, de revenir dans le quartier où je suis né, où j'ai grandi, c'est vraiment un plaisir, c'est vraiment un privilège. Je veux remercier Émilie. On a eu vraiment des bons... ça a été vraiment agréable, la rencontre qu'on a eue, les échanges qu'on a eus. Je veux remercier aussi le comité de m'inviter à venir parler un peu de ce qu'on fait au cadre 21. C'est tout un défi, par exemple, de vous présenter un concept et une pratique en 10 minutes. Là, j'ai su que j'avais 12 minutes, c'est pour ça que j'ai fait une petite intro sur le Palladium de Montréal. Je ne pensais pas parler de ça. Donc, je vais utiliser la technique bikini ou la technique speedo. On fait ça court, on suscite l'intérêt, on couvre l'essentiel. Ça va? Donc, attendez-vous pas, c'est sûr que le concept de badge numérique, là, j'en parle depuis hier à certains, il y en a qui ne connaissent pas ça. Ça va être extrêmement difficile de parler des badges numériques et de ce qu'on fait. Donc, je vais vraiment survoler. Fait que si vous avez d'autres questions, on pourra s'en rejaser. Je vais aborder les badges numériques de deux façons. Ça aurait été facile de parler plus précisément des badges en général, mais je veux l'apporter. Marjorie parlait hier de l'actualisation du potentiel humain. Fait que je vais aborder les badges numériques dans l'aspect du partage de biens communs et de l'aspect communautaire. C'est-à-dire comment est-ce que quand on reçoit des badges numériques, comment est-ce que ces badges-là peuvent être au service de la communauté, ce qui est assez particulier comme approche. Donc, c'est vraiment intéressant parce qu'au niveau de l'équipe du cadre 21, ça permet de réfléchir, nous autres, à ce qu'on fait aussi. Je veux vous dire qu'on est un organisme sans but lucratif. On est partenaire du ministère de l'Éducation pour le plan d'action numérique qui a été mis à terme, là, qui s'est terminé cette année, mais qui va poursuivre sur d'autres noms au niveau du bureau de la direction en innovation pédagogique, je pense, au ministère. Donc, c'est ça, on se situe à cet élément-là. Donc, on fait principalement, nous autres, on offre nos services aux primaires préscolaires, enseignement aux adultes en formation générale, évidemment des adultes, et aussi en formation professionnelle. Donc, c'est tout un autre écosystème, moi, que je découvre depuis 2 jours par rapport à la formation aux adultes au sens plus large. On offre aussi nos services à l'extérieur. On est à Singapour, on est en Tunisie, on est en République dominicaine aussi.
On est à la STM, la Société de transport de Montréal, où on forme leurs formateurs aussi. C'est juste pour vous montrer qu'on offre nos services de façon très variée, avec beaucoup de partenaires aussi. Donc, qu'est-ce qu'on fait au cadre 21? 3 mots ou trois verbes. Soutenir, reconnaître et valoriser le développement professionnel. Donc, nous autres, notre cœur, c'est vraiment ça, le développement professionnel au sens large. Donc, on s'allie à des partenaires. On développe du contenu, mais c'est toujours en collaboration avec des partenaires. La FADIO, qui sont de regroupement au niveau des cégeps, interordres, l'École en réseau, qui sont des organismes qui sont connus au niveau du primaire secondaire. Il y a aussi l'École branchée, qui est un magazine avec qui on travaille, avec qui on fait des ententes, mais aussi le directeur des poursuites criminelles et pénales. On a élaboré une formation sur le sextage, entre autres, une trousse d'intervention. Avec le ministère de la Santé aussi, on a une trousse là, qu'on est en train d'élaborer sur le contexte de repas dans les services de garde. Donc, vous voyez qu'on travaille vraiment en collaboration. La collaboration est au cœur de notre ADN, c'est-à-dire qu'on travaille avec le monde du terrain pour élaborer du contenu, des formations, mais vous allez voir aussi de la reconnaissance de ce qui se fait sur le terrain. Donc, plutôt que d'être un fournisseur, nous, ce qu'on veut être, c'est de travailler avec les gens pour reconnaître des actions qui ont lieu sur le terrain et dont ils ont une bien meilleure expertise que nous. Donc, ça, c'est les partenariats. Donc, c'est la partie de soutien au développement professionnel. La partie qui est plus la reconnaissance, bien, nous autres, on passe par des badges numériques. Donc, c'est ce qu'on a choisi. On fait ça depuis 2015. On a au-delà de 18 000 badges d'octroyés. On a au-delà de 30 000 utilisateurs sur notre plateforme. Donc, on est vraiment... on œuvre dans ce domaine-là et c'est vraiment de tout genre, comme je vous expliquais. Tout ça se place dans la valorisation aussi du développement professionnel. Donc, on a un portfolio qui est intégré à notre plateforme. On n'est pas captif du cadre 21. Nos badges sont en open badges, en format ouvert, c'est-à-dire qu'on peut récupérer le badge n'importe où, dans n'importe quel autre backpack, portfolio numérique ou sac à dos de badges qui existe. Donc, on n'est vraiment pas attaché à l'environnement du cadre 21 en ce sens-là. Je peux pas, si je parle de développement professionnel, il faut que je le situe. Ça, c'est l'universitaire en moi un peu. Là. Fait que je vais au moins passer par là. Je me suis inspiré de Maryse Baillargeon qui a fait son travail un peu là-dessus, qui n'est pas publié encore, mais qui va l'être essentiellement. On a la formation initiale, j'entends depuis 2 jours, là, depuis hier en fait, de la formation tout au long de la vie. Je pense qu'on est vraiment là-dedans. Alors, pour moi, pour nous, en fait, la formation initiale, c'est ce qu'on reçoit au début, le baccalauréat, peut-être la maîtrise, peut-être le doctorat, dépendamment d'où on est. Mais il y a une formation continue qui va se faire tout au long de la vie, peu importe là où on travaille. C'est bon en éducation, mais je pense que c'est bon. On voit avec l'avenue des voitures électriques, je pense que même les mécaniciens n'ont pas le choix de se reformer pour réparer ces voitures-là. Donc, il y a une partie de formation continue et pour nous, le développement professionnel devient l'ensemble de cette œuvre-là, de ce grand œuvre-là qui devient quelque chose qui fait partie, évidemment, oui, de chaque individu, mais auquel je pense que le développement professionnel permet aussi un lien direct avec le bien commun, en ce sens que les gens, la société profite de ce développement professionnel-là que chaque individu va développer de son côté. Alors, c'est bon. Alors, si je ne veux pas faire une comparaison entre la formation en certification traditionnelle et les badges numériques, ce n'est vraiment pas mon intention, mais je veux vous les mettre un peu en perspective. Donc, on est vraiment dans la certification traditionnelle, on est plus dans quelque chose qui est accordé par des établissements qui sont reconnus à cette fin-là. On parle de formation créditée, entre autres. Là, au niveau universitaire, c'est le langage qu'on utilise. C'est souvent un diplôme, un PDF, qu'on affiche quelque part, puis qui reste là. J'ai fait ma maîtrise, mais personne ne sait à peu près ce que j'ai fait au niveau de ma maîtrise. Pour mon doctorat, je finis, puis je ne suis pas sûr que il y a beaucoup de gens qui vont lire ce que je vais avoir fait. Mais au final, il y a toute une liste, une quantité d'acquis que j'ai eu pendant ces 7 années-là au doctorat, pendant mes 7 années en maîtrise, qui sont nulle part, qui ne sont pas répertoriés nulle part, donc personne ne peut nécessairement profiter. Donc, le badge numérique peut amener un aspect, peut amener cet aspect-là en ce sens qu'au lieu de reconnaître une finalité, peut reconnaître une série d'interventions, une série d'habiletés, une série de compétences qui sont acquises tout au long d'un continuum. Je parlais aussi des processus administratifs. Bon, bien, au niveau des badges numériques, normalement, n'importe qui peut émettre des badges.
C'est d'ailleurs un des enjeux au niveau de la crédibilité de ce qui est émis. J'en reviendrai tantôt. Et ça prend différentes formes. Donc, oui, il y a un aspect électronique, l'aspect de l'image, il y a un aspect de données. Maintenant, on est dans on entre dans la validation par blockchain. Là, ça s'en vient. Donc, là, je vous parle de mots un peu ésotériques, mais on est vraiment rendu là, au niveau du badge numérique. Donc, d'avoir une reconnaissance qui n'est pas nécessairement liée à l'institution, mais où on assure une cohésion entre la validité de ces badges-là. Donc, une diversité d'acquis. Donc, quand on parle d'éducation, le terme est revenu plusieurs fois, là. D'ailleurs, c'est très, très inspirant. Là. On parle d'éducation ou de formation non informelle, mais tantôt oui, c'est ça. Donc, donc, des gens qui, tu sais, ça a une valeur, tous ces éléments ont des valeurs. Est-ce qu'il y a une façon de reconnaître aussi ces éléments et de valoriser ces formations-là? Alors, la crédibilité du badge, qui est un peu le cœur de l'émission de ça, donc c'est un lien de confiance qui existe entre l'octroyeur, le récipiendaire et l'appréciateur. L'appréciateur étant, est-ce que mon employeur va reconnaître des formations que j'ai faites? Bien, peut-être qu'il ne reconnaîtrait pas la valeur, peut-être qu'il ne reconnaîtra pas comme un certificat, mais il y a une démonstration de ce qu'on a fait au fil des années pour améliorer ou pour maintenir un certain niveau de compétence qui est non négligeable. Évidemment, au cadre 21, on ne remet pas de badge en chocolat ou de médaille en chocolat. Tous les badges sont validés à l'interne, c'est-à-dire qu'il y a une validation qui se fait sur ce qui est produit. Il faut produire un élément réflexif sur chacun des badges qu'on émet. Alors, si on arrive à parler du badge et le lien avec le bien commun, bien, l'idée, je suis allé sur votre site, aller chercher un peu une définition. Quand on parle de ces bienfaits qui sont partagés entre tous, bien, le badge numérique permet ça. Je vous disais qu'un diplôme de maîtrise ou un diplôme de doctorat, on n'a pas ce qui est attaché avec ça, ce qui a été fait pour l'obtenir. Un badge numérique, vous avez une preuve qui est attachée et ce qu'il a fallu faire pour l'avoir. Là, je vois qu'il me reste 1 minute, ça va être bien. Alors, les preuves attachées permettent à n'importe qui d'aller voir qu'est-ce qui a été fait pour obtenir le badge en question. Et ça demeure un élément qui est intéressant. Ça veut dire que quelqu'un qui est sur la plateforme, qui va voir une activité qui est badgée, en bas de l'écran, en bas de la page, va pouvoir aller voir tous les gens qui ont obtenu le badge numérique en question. Ils vont pouvoir aller consulter l'ensemble de ce qui a été fait par les autres ou ce qui a été produit ou ce qui a été réfléchi par les autres participants. Donc, à ce sens-là, je pense que c'est une contribution intéressante pour faire, si on veut, pour diffuser un peu des éléments qu'on peut avoir à faire. Alors, comment quand on parle de badge numérique, qu'est-ce qu'on fait principalement au cadre 21? On badge des auto-formations qui sont sur notre plateforme, mais ce qui est plus intéressant, c'est qu'on badge des choses qui appartiennent aux autres, des événements, comme aujourd'hui, on aurait pu émettre un badge pour les 2 jours de formation que vous allez chercher avec un élément réflexif. Quel est mon coup de cœur? Qu'est-ce que je retiens? Qu'est-ce que je pourrais réinvestir? On badge des lectures professionnelles. Tu lis 3 articles de ma revue et tu obtiens un badge numérique, mais il faut que tu fasses une réflexion sur les articles que tu as lus. Ou alors des balados, c'est très populaire. Et là, actuellement, on met en place des parcours de formation continue, qui sont des formations qui sont données par d'autres personnes, mais qui peuvent inclure différents morceaux. Une formation, en présence, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai écouté un balado de quelqu'un d'autre, j'ai participé à une séance, etc. Donc, ça peut être 4, 5, 6 morceaux qui, au final, vont faire un parcours qui vont être supervisés par un organisme qui vont dire, nous, on veut faire badger un parcours un tel, puis au final, la personne qui va réaliser ce parcours-là va pouvoir obtenir un badge numérique. Ce badge-là est déposé dans le portfolio. Donc, on a un exemple d'un portfolio rempli avec différentes badges de différentes sources. Et, bon, je vous dis ça, j'ai parlé de ça tantôt. Je vous parlais de la preuve. La preuve est accessible en format PDF dans l'image. Puis ça, c'est de base. Les badges numériques, si on veut, le Open Badges, qui est un standard, demande que ça se soit encapsulé, que la preuve soit encapsulée dans le badge numérique. Quelqu'un qui décide que la preuve, qui souhaite ne pas montrer la preuve, va devoir cacher son badge chez nous. On ne peut pas avoir un badge sans preuve, ce qui fait partie de la partie crédibilité de ce qu'on offre. Alors, je terminerai avec ça. Je veux dire, le sac à dos numérique,
Le backpack qu'on appelle est un peu à la base de ça. Donc, c'est de mettre dans une espèce de sac à dos différents morceaux de développement professionnel. Puis une façon de reconnaître et de valoriser ce développement professionnel-là, bien, les badges numériques sont peut-être une des solutions envisageables pour cette reconnaissance-là. Merci, Sébastien. Voilà, merci. Donc, pour les prochaines mini-conférences, n'oubliez pas la méthode SPIDO. La prochaine mini-conférence, on aura un duo, donc Martine Veillette, Centre de services scolaires d'Émile-Île, et Karine Martin, Centre des services scolaires de l'énergie, et leur mini-conférence a pour titre le projet WOW, un projet numérique collaboratif et interprofessionnel à la FGA. Mesdames? Martine et moi faisons partie de l'accompagnement national des services éducatifs complémentaires, qui est un service qui est financé par le ministère, qui apporte du soutien dans tous les milieux FGA et FP à travers le Québec qui en font la demande. Aujourd'hui, on est ici pour vous parler du projet WOW, qui est un projet qui est déployé dans les centres en FGA, particulièrement dans les parcours FBC, la partie qui est plus présecondaire et secondaire 1 et 2. Moi, Karine Martin, je suis orthopédagogue de formation et je laisse Martine prendre la parole et se présenter. Donc, bonjour, Martine Veillette, psychoéducatrice de formation. Pour ceux qui ne proviennent pas là, du milieu de l'éducation formelle, donc FGA, on parle de formation générale des adultes. Puis quand on parle FBC, comme Karine le disait, on parle de formation de base commune, donc le début, là. C'est bon, super. Parce que j'ai eu des conversations hier, là, puis on me demandait là, les acronymes, ça fait beaucoup là, d'un coup. Donc, FGA, c'est la formation générale des adultes, puis FP, qu'on disait, c'est la formation professionnelle. Donc, sans plus tarder, tu y vas? Moi, je te laisse aller avec le bidule, oui. Donc, en fait, ce projet-là part de différents constats qui ont été amassés sur le terrain. Hier, on parlait de partir de la personne. On a bien retenu ça. Puis, c'est de là aussi qu'émerge ce projet-là. Donc, on a fait plusieurs constats, notamment beaucoup d'abandon en formation générale des adultes, en formation professionnelle, dès les premiers mois. Donc, la recherche en éducation des adultes date. Nos dernières données dataient de 2015, mais c'est 60% des élèves qui démarrent un parcours en formation générale des adultes qui vont abandonner pour une raison ou pour une autre. Donc, ça, c'était le premier constat qui a motivé le démarrage de ce projet-là. Ensuite de ça, plusieurs élèves provenaient là, de parcours alternatifs de la formation générale des jeunes, donc FGJ. Donc, beaucoup de difficultés déjà. Enseignement individualisé appuyé sur les cahiers. Hein. Encore une fois, là, je me rappelle ce que Madame Jean disait hier, comment on peut s'engager, comment on peut se motiver dans cet apprentissage-là quand on ne part pas de nous, hein, on est dans un cahier puis on suit ce cahier-là. Donc, on a essayé de faire éclater ça avec le projet WOW. Peu de connaissances sur les difficultés d'apprentissage et besoins des immigrants. Peu d'actions préventives en classe de la part des divers intervenants. Donc, il y a un interlocuteur qui prenait la parole pour dire que les enseignants en avaient effectivement large sur les épaules. Bien, dans ce projet-là, on a essayé justement de mettre à jour des collaborations pour qu'il y ait diverses actions qui soient portées. On fait peu appel aussi aux ressources disponibles dans les milieux, donc SARCA, service d'accompagnement, référence, conseil et accueil, j'ai manqué accueil du début, et les récits, donc tous ceux qui accompagnent au niveau, les conseillers pédagogiques au niveau pédago-numérique. Et les outils numériques prennent aussi peu de place dans nos classes en formation générale des adultes. On est donc parti de ces constats-là et on s'est questionné à savoir comment, avec toutes ces observations-là, on peut changer quelque chose, faire avancer les choses, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour nous permettre de pallier à ces difficultés-là qui avaient été observées. Et on s'est dit, bien, comment est-ce qu'on peut aller d'abord rejoindre l'équipe stand, donc venir aider à
documenter tant le dossier de l'élève que les interventions des enseignants, documenter tout ça, diffuser des nouvelles pratiques, essayer d'aller de l'avant. Donc, on est parti de cette intention-là. On a aussi voulu raffiner ça un peu plus vers les enseignants, donc les aider à développer leurs compétences au niveau numérique, les aider aussi à développer certaines nouvelles stratégies pédagogiques, partant du fait que ce qu'on utilisait maintenant ne rejoignait pas les élèves autant qu'on l'aurait souhaité, et de raffiner encore plus parce que notre objectif, ça demeure notre élève. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour venir augmenter la réussite éducative et favoriser la persévérance chez ces élèves-là? Puis, pouvoir revenir en arrière, je reviendrai à la murale qui était là ce matin où on avait le grand mot accessibilité, hein, parce que c'était vraiment notre souci. Ce qu'on voulait, c'était... Ah, merci, mon Dieu, demandez et vous recevrez. Wow. Notre souci, c'était d'aller vraiment vers la flexibilité et l'accessibilité pour, en fait, essayer d'éliminer au maximum les difficultés que les apprenants rencontraient pour leur permettre d'aller vers l'apprentissage et non pas d'être limités par le cadre de cet apprentissage-là ou les modalités de l'apprentissage, parce qu'on réalisait que parfois certains élèves avaient la capacité, mais qu'ils étaient hypothéqués par le contexte ou par le matériel qui était utilisé. Donc, voilà. Et donc, de là naît le projet WOW, donc qui est un projet d'abord national, donc c'est soutenu par des mesures budgétaires du ministère de l'Éducation. C'est aussi un projet qui est collaboratif. On est allé vraiment puiser dans l'intelligence collective pour adapter les pratiques aux besoins des élèves. Donc, là, vous voyez tous les partenaires qui ont collaboré. Les centres de services scolaires aussi, là, ils ne sont pas représentés par les petits logos, mais eux aussi là, avaient un grand rôle à jouer là-dedans. Donc, en fait, le projet WOW, c'est l'utilisation des outils numériques en mode universel, donc inspiré là, par la conception universelle des apprentissages pour mieux réussir, mieux apprendre en formation de base commune, et ce sans plan d'aide à l'apprentissage. Donc, que nos mesures soient en place de manière universelle, accessible à tous, en flexibilité, sans qu'on ait là à, tomber dans beaucoup de paperasse et une lourdeur administrative. Donc, vraiment, accessibilité, flexibilité. 5 minutes, Marie-Karine. C'est bon. Alors, ce projet-là est donc conçu avec tout plein de ressources qui sont nationales, qui sont offertes à tous. On est allé chercher des centres de services scolaires, mais là, concrètement, qu'est-ce que ça fait? On a visé 3 objectifs que je vais passer très rapidement. Donc, le premier était vraiment de déstigmatiser le recours aux outils d'aide numérique. Nos élèves qui étaient en parcours continu en provenance du secteur des jeunes, bien souvent étaient étiquetés quand ils utilisaient l'ordinateur. S'ils utilisent un ordinateur, c'est parce qu'il y a des mesures, c'est parce qu'il y a de la difficulté. Donc, ce qu'on voulait, c'était passer par-dessus ça et permettre à tout le monde de découvrir les outils numériques pour l'apprentissage, mais aussi dans le quotidien, parce qu'il y a des transferts très importants qui peuvent se faire dans le quotidien. Donc, c'était notre premier objectif. Le deuxième, on voulait vraiment valoriser, parce que dans nos constats, on s'était rendu compte que la collaboration n'était pas aussi présente qu'on l'aurait souhaité et que les partenaires étaient parfois mal connus. Donc, on voulait vraiment développer l'approche collaborative dans les milieux. Et finalement, on voulait se raffiner vers l'élève toujours, augmenter la réussite éducative de nos élèves en formation de base commune. Bien, tout ça a donné des résultats. Hein. Si on regarde par rapport à notre objectif 1 qui était là, de déstigmatiser l'utilisation des outils numériques, bien, on a une perception beaucoup plus positive de tout ce qui est la place du numérique dans les classes. Hein. Là, on l'entend au sens pédagogique. Donc, année 1. Année 2, juste en dessous, la définition des besoins aussi au niveau de l'utilisation des outils numériques, c'est aussi raffiné. Sinon, bien, au niveau là, de développer l'approche collaborative, ce que ça a permis, le projet WOW, c'est aussi de faire entrer beaucoup d'intervenants en classe. Donc, conseillers d'orientation, psychoéducateurs, TES, même les ressources plus communautaires, donc les CJE, pour en nommer ceux-là, je vais le dire, CJE, Carrefour Jeunesse Emploi. J'avais juste centre qui arrivait dans ma tête, mais de faire entrer justement tout ce bout-là du bien commun, hein, tout l'enseignement des compétences socio-émotionnelles. On remarquait quand on faisait les portraits de classe notamment que ces élèves-là de nos classes à FBC avaient moins un profil dans le fond, un profil défini pour ce qu'ils souhaitaient faire par la suite. Donc,
toute l'éducation de ce que c'est là, le système québécois en éducation, leurs possibilités par la suite. Donc, ça a aussi amené une meilleure compréhension des besoins de manière multidimensionnelle avec la lunette de chacun qui vient apporter là, un regard différent sur nos élèves, une meilleure planification aussi. Puis, sinon, au niveau de la réussite éducative, bien, on a une meilleure connaissance du cheminement des élèves maintenant, la valorisation aussi de l'effort versus seulement la réussite scolaire. Donc, pour donner des exemples, là, il y a certaines classes qui ont mis les plafonds de la réussite, donc pas seulement au niveau de l'atteinte des résultats scolaires, mais aussi arriver à l'heure en classe, toutes les bonnes habitudes, les bonnes pratiques à mettre en place pour bien réussir. Et c'est stressant, ce carton-là, quand même, hein? Et on a aussi noté une diminution du temps pour réussir un cours. Heureusement, il n'est pas rouge. Oui, c'est ça. Celui-là, tu peux le passer. Ceux-là, on va les passer. Pour notre rang 3, en fait, il y a déjà, c'est déjà en place, donc, des rencontres collectives là, avec ceux qui sont déjà dans le projet WOW, déjà les classes qui sont déjà dans le projet WOW. Sinon, bien, on va refaire aussi les portraits de classe pour partir encore une fois de la personne et de leurs besoins. Identifier encore plus d'outils numériques en lien avec les besoins qui vont être mis à jour par le portrait de classe et accompagnement entre les rencontres là, par l'équipe nationale, donc notre équipe à nous ici. Et le souhait, bien entendu, hein, ça serait de passer du projet WOW à une approche WOW. Donc, pour tous nos élèves, ça soit disponible, qu'on puisse utiliser ce bien commun-là tous ensemble, que ça devienne la norme. Et un petit guide de démarrage là, à venir pour que les milieux soient autonomes pour démarrer leur projet WOW. Vous aurez... Hey, c'est pas fini, mais je déborde des points, inquiétez-vous pas. Vous aurez compris que résumer 2 ans de projet et se projeter dans une 3e année en 10 minutes, c'est extrêmement complexe. On est passé vite sur plein de choses. Ceux et celles qui sont intéressés à avoir plus de détails, dans la présentation, vous avez le lien vers le site Internet du projet WOW, mais aussi, si vous désirez vous inscrire à la liste de diffusion pour éventuellement pouvoir accéder à ce fameux guide de démarrage qui sera produit l'an prochain, bien, vous pouvez le faire via la liste d'envoi. Visitez notre site Internet et dans les présentations qui seront sûrement partagées, vous avez toutes les informations pour pouvoir nous joindre si vous avez plus de questions. Là, vous pouvez applaudir. C'est fini. La tablette. C'est pas un prix de présence. Tous les PowerPoints seront partagés, là, ça va de soi pour ça, là, juste vous en informer. 3e mini-conférence sera aussi un duo. Elle sera prononcée par Isabelle Bourgeois d'Éducalois et Isabelle Coutan, que vous connaissez du Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine. Le titre de leur conférence, mini-conférence, c'est « Droit et littératie, retour d'expérience d'une nouvelle communauté de pratique ». On va faire comme Youssef qui disait qui aime l'argent. Ici, qui a des droits? Parfait. Oh, pas beaucoup. Oh, voyons. Super. Je te laisse commencer. C'est moi, hein. C'est ça. Il faut qu'on... Je ne sais pas comment on avance et tout. Piton vert. Ah. Alors... l'éducation juridique, pour commencer, parce que la communauté de pratique dont on va parler, c'est une communauté de pratique en éducation juridique. L'éducation juridique, c'est éduquer au droit, éduquer aux lois. Au Québec, ce sont des organismes d'État qui le font, comme par exemple la CNESST, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, des milieux communautaires. On a aussi les cliniques juridiques, les centres de justice de proximité. Donc, c'est assez large. La majeure partie des gens qui reçoivent des formations dans ce domaine-là consultent pour des problèmes en droit familial, en droit du travail, pour des questions liées à l'assurance-emploi ou en droit du logement. C'est ça qu'on voit le plus. Quand le CEDAF a rencontré Éducalois, on a pris conscience qu'il y avait
des problèmes, c'est-à-dire vraiment des enjeux sur l'éducation juridique auprès des adultes, parce qu'il y a beaucoup de services éducatifs en matière juridique qui se font dans les établissements scolaires. Auprès des adultes, c'est davantage donc ces adultes-là qui se rendent en clinique juridique, par exemple, quand ils ont un problème, pas avant. Donc c'est au moment où on a un problème juridique, un problème de droit, qu'on va s'informer, mais on n'a pas nécessairement les connaissances et les compétences avant. Les adultes sont moins rejoints par les organismes qui font de la formation, puisqu'elle est surtout livrée donc dans les établissements secondaires. Et on constatait aussi que, surtout dans les cliniques juridiques, les centres de justice de proximité, les avocates, les avocats constataient qu'il y avait beaucoup de personnes qui venaient consulter, ne prenaient pas de notes, revenaient toujours pour répondre au même problème et qui avait en fait une assez forte probabilité qu'à cause d'un faible rapport à l'écrit, il n'y avait pas de prise de notes et de remplir des formulaires et tout ça, et que donc c'est pour ça que les gens se rendaient très souvent pour la même question dans la clinique juridique, pour finalement se rappeler c'est quoi la deuxième étape de ma démarche et ensuite c'est quoi la troisième. C'est ce qui nous a motivés à travailler ensemble et donc à monter ce réseau en éducation juridique. C'est ça. Alors, le réseau en éducation juridique a été constitué en 2019. Officiellement, on a une charte de collaboration. Ça rassemble 21 organisations, donc on parlait de collaboration là, tout à l'heure. C'est un bel exemple. Des organismes du milieu communautaire, du milieu de la justice, du milieu gouvernemental. On n'a pas encore du milieu scolaire, on aimerait bien. Les principaux objectifs, en fait, de ce réseau-là, c'est vraiment de développer le savoir, éventuellement développer des outils, des ressources qui sont mieux concertées pour faire de l'éducation juridique. Donc, en somme, les 21 organismes se rencontrent à différents moments dans l'année. Cette année, de septembre à mai, on a eu une activité par mois, vraiment sous forme de communauté de pratique, où on s'entraidait sur des sujets, on expérimentait aussi des nouvelles techniques, on partageait, puis on se formait. Voilà. Ah, c'est pas celle-là, c'est celle-là. OK, je te laisse. Donc, quelques exemples concrets. Un des premiers exemples, en fait, qui a été très inspirant, Éducalois fait de la vulgarisation juridique. Donc, on est un OBNL qui, parce que je suis sûre ici qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont lu au complet le Code civil, Éducalois, il y a des personnes dans l'organisme que c'est leur rôle de faire de la vulgarisation juridique. Mais faire de la vulgarisation juridique et faire de la simplification, c'est différent. Et c'est ce qu'on a constaté, en fait, en travaillant de manière collaborative avec le CEDAF, avec l'ICA, pour faire une formation pour les membres du réseau. Puis ça a permis, en fait, de développer de nouvelles connaissances. Puis, par exemple, pour Éducalois, de là commencer les premières réflexions on fait de la vulgarisation, comment maintenant on peut faire de la simplification juridique pour que ça soit beaucoup plus accessible pour des groupes en alphabétisation, par exemple. Un autre exemple, groupe de discussion sur les compétences juridiques essentielles. Donc, l'idée, c'était de mettre des organismes ensemble, puis juste d'avoir la discussion sur c'est quoi les compétences au quotidien. Isabelle parlait là, de remplir un formulaire, quelque chose pour peut-être certains d'entre nous peut paraître simple, mais pour d'autres qui peut paraître comme une montagne. Pour les organismes au sein du réseau, qui travaillent dans le milieu du droit, il n'y avait même pas cette notion-là de compétences de base qu'il faut avoir avant même de développer des compétences juridiques. Donc là, on a commencé, ça a permis de faire émerger dans le milieu juridique l'importance des compétences de base. Puis je vais passer un peu plus vite. Donc, formation, éducation juridique auprès des adultes. Donc, encore là, il y a eu une mise en commun de c'est quoi l'éducation juridique, qu'est-ce que c'est spécifiquement auprès des adultes pour permettre, en fait, à plusieurs organismes de réaliser et de s'approprier
on va dire le titre d'éducateur aux adultes. Si on pense à la CNESST, la Commission des normes, services de sécurité au travail, justement, eux, ils font beaucoup de sensibilisation dans les milieux de travail, ne se considéraient pas comme des éducateurs aux adultes. Et là, tout à coup, il y a comme quelque chose qui a émergé qui permet aussi de s'approprier des principes d'andragogie. Puis, fort aux outils, je vais passer. Ça, c'est un petit résumé là, de ce qu'on vient de dire. Le premier aussi, beaucoup de personnes dans le milieu de l'éducation juridique croient que l'éducation juridique, c'est dans le milieu scolaire. Donc, c'est pour les jeunes, c'est pour les enfants. Donc, de permettre de constater que ça n'a pas d'âge d'éducation juridique. Au contraire, beaucoup de personnes aînées, nous, les plus grands utilisateurs d'Éducalois, c'est des personnes aînées qui se questionnent sur leur fin de vie, sur leurs soins de santé. Donc, important de l'aborder. Puis, on peut passer au... Pour préparer cette présentation-là, on s'est demandé qu'est-ce que c'est les communs que nous, on a produits, et on en est venu à cette conclusion. On a créé de la collaboration entre des milieux qui ne se connaissaient pas, qui s'ignoraient complètement. Donc les milieux de la formation des adultes, de l'éducation des adultes, et les milieux de l'éducation juridique, qui pourtant auraient pu se rejoindre depuis longtemps. Donc ne se connaissaient pas et maintenant se connaissent, collaborent, communiquent. On a vraiment une communauté de pratique, donc c'est ça, une rencontre par mois à peu près, un lieu de partage d'expériences. Même entre eux, les milieux de l'éducation juridique ne se connaissaient pas, ne parlaient pas, n'échangeaient pas. On partage des ressources. Moi, j'ai l'ambition aussi de créer, de collaborer avec d'autres pour créer des outils encore plus simples et de favoriser l'accès pour les personnes les moins alphabétisées au savoir lié au droit et au milieu juridique. Voilà. Après ça, le reste est écrit. Là, je te laisse terminer. Oui. Dans les défis qui persistent, donc c'est sûr qu'il y a des lois qui sont créées presque chaque semaine, il y a des projets de loi constants, donc ça demande de faire une veille de ces lois-là et ça demande de ensuite les vulgariser pour le public. Donc, c'est tellement changeant, donc il y a un travail en fait au niveau de la vulgarisation, de la simplification qui doit partir du législatif, donc qui doit partir de comment notre ministère de la Justice rédige ces lois-là pour qu'elles soient accessibles au grand public. Il y a de plus en plus de personnes qui se représentent seules devant les tribunaux. Donc, il est nécessaire que ces lois-là soient vulgarisées, simplifiées, puis qu'il y ait une collaboration, en fait, qui soit faite pour que les rendre les plus digestes, les plus accessibles à tous les niveaux. Adaptabilité et flexibilité, là, que je voyais tout à l'heure, s'applique aussi énormément en éducation juridique. Ensuite, connaissance et hétérogénéité des populations ciblées. Donc, il n'y a pas une solution unique. Hein? Si on pense justement au public des personnes nouvellement arrivées au Québec, bien, inévitablement, la façon qu'on va faire de l'éducation juridique va être complètement différente. Il faut prendre en compte leur contexte, il faut prendre en compte peut-être certaines limites au niveau de la maîtrise du français également. Donc, ça demande vraiment de se pencher sur les besoins spécifiques, sur le parcours de cette vie-là, de ce public-là, puis voir justement comment on peut prévenir certains problèmes plutôt que guérir les problèmes. C'est toujours vraiment l'enjeu. Puis, je ne vais pas passer tout au manque de compréhension des notions de base. Donc, c'est ce qu'on essaye de voir aussi, Isabelle l'a nommé, même dans le milieu juridique, il y a pas beaucoup de concertation, pas beaucoup de communication entre les milieux. Comment on fait pour qu'ensemble, on puisse, puis à l'aide justement des organismes communautaires, à l'aide des peut-être milieux scolaires, milieux plus institutionnalisés, on peut juste offrir des notions vraiment, là, tu sais, la base de la base, là, juste c'est quoi notre système de justice,
La plupart des gens ne le savent pas. Plusieurs personnes ne savent pas qu'il y a un tribunal administratif du logement, ne savent pas que maintenant, il y a un formulaire, si vous voulez vous séparer, il y a un formulaire super accessible qui a été développé par le ministère de la Justice. Il y a comme plein d'outils, plein de choses existantes qu'on n'a même pas conscience, justement, parce que ça n'arrive pas aux bonnes personnes. Voilà. Autre chose? On aime beaucoup ça, le réseau. Hein? Oui, ça nous permet d'échanger, en fait, sur tous des défis. Puis là, on se sent moins seul aussi. Je vais le nommer, là, parce que c'est pas là. Mais voilà. Je te laisse avec le plan d'action ou j'y vais? Oui, ben c'est ça. C'était aussi, on voulait vous dire un peu ce à quoi on a pensé pour l'année prochaine. On a toujours plein d'idées. Moi, on avait envie de travailler, disons que pour valoriser... Non. Pour faire prendre conscience de l'importance et de la valeur là, de l'éducation juridique, de peut-être retracer l'histoire de l'éducation juridique au Québec. Trouver des financements. On pense aussi, est-ce qu'il faudrait prendre une forme légale? C'est ça, il y a beaucoup de projets en cours. Je pense que c'est bien. Oui, voilà. C'est peut-être une manière de définir le bien commun, se sentir moins seul. Quatrième et avant-dernière mini-conférence de Suleiman Guissé du Comité sectoriel de main-d'œuvre de l'économie sociale et de l'action communautaire. Le titre de la conférence, c'est FC3. Juste m'assurer. Oui, FC3, la plateforme numérique collaborative du CSMO-ESAC au service du développement des compétences et des connaissances de la main-d'œuvre de l'économie sociale et de l'action communautaire. Bonjour tout le monde. Désolé pour le titre long, je voulais le faire court, mais bon. Alors, donc, aujourd'hui, moi, je vais vous présenter notre plateforme collaborative. En fait, c'est une plateforme numérique, donc, au service du développement des compétences et de la connaissance, qui va dans la mission du CSMO-ESAC. Donc, je vais vous présenter brièvement le comité sectoriel de main-d'œuvre de l'économie sociale et de l'action communautaire. En fait, c'est un des 29 comités sectoriels au Québec et donc notre champ d'action, donc c'est le milieu de l'économie sociale et de l'action communautaire. Donc, principalement, notre mission, c'est de développer en fait les compétences de la main-d'œuvre. Donc, nous sommes dans l'apprentissage tout au long de la carrière, pas de la vie, mais de la carrière, en tout cas à la retraite, on verra. Et puis on le fait via la concertation et aussi des formations, donc la formation continue. Donc, dans le cadre de notre mission, donc, on a développé la plateforme, donc notre plateforme FC3. Est-ce que c'est moi qui dois contrôler, hein? Je croyais que c'est avec le rouge. Parfait. Donc, c'est ça. Donc, dans le cadre de notre mission, donc, on a conçu donc, la plateforme, donc, c'est un site Internet, FC3. Donc, FC3, donc, les C, c'est pour compétences, connaissances et collaboration. Et le but, c'est vraiment de mettre à disposition donc, de la main-d'œuvre, donc des professionnels, des gens qui travaillent dans le secteur des formations. Donc, on parlait d'accessibilité, d'adaptabilité et puis donc de flexibilité. On est en plein là-dedans. Et donc, la plateforme se veut collaborative, en fait. Se veut collaborative, je reviendrai là-dessus. Et on a travaillé là-dessus, donc en parlant de collaboration avec la SOFAD, pour ceux qui ne connaissent pas la SOFAD, c'est un OBNL dont la mission donc, est spécialisée en éducation à distance et puis donc dont la mission est de produire des outils en fait pédagogiques numériques ou même en format imprimé. Donc, en ce moment, donc, la plateforme a été créée juste quand même, peut-être c'est important, en 2018, donc bien avant la pandémie, parce qu'on sait qu'avec la pandémie, bon, tout ce qui est numérique, virtuel, s'est développé, mais c'est bien avant cela qu'on l'a développé. À ce jour, nous avons 4 formations qui sont disponibles, 4 formations du comité sectoriel, une formation en gestion financière pour les OBNL et les coopératives, une formation en
mesures d'impact social. Et puis aussi, il y avait un enjeu de la connaissance de qu'est-ce que les coopératives, qu'est-ce que les mutuelles. Donc, on a travaillé avec un réseau d'enseignants universitaires et le Conseil québécois de la mutualité et de la coopération pour monter cette formation-là. Et puis donc, des mécanismes de contrôle en gestion financière. Vous remarquerez qu'il y a beaucoup de finances. Certainement, l'argent est super important. Donc voilà. Et puis donc, je vais vous parler de la formation en gestion financière, justement, parce que c'est la première qu'on a mis, qu'on a montée sur le site, sur la plateforme. C'est une formation qui comprend 4 modules. Et puis, donc 4 modules, elle a été revue et corrigée en 2022. Pourquoi cette formation-là? Donc, parce qu'on parle beaucoup de pénurie de main-d'œuvre. Donc, il y a une pénurie de formation en gestion financière et donc l'accessibilité aussi. Le Québec, quand même, est grand. Donc, on a 17 régions. Donc, se déplacer dans toutes les régions, en matière logistique, c'était assez complexe. Donc, c'est ça qui a motivé de mettre en place cette formation-là de gestion financière. Mais aussi, on remarquait dans l'écosystème qu'il y avait beaucoup de personnes, en fait, qui intégraient des conseils d'administration ou qui venaient à la direction d'un organisme ou d'une coopérative, mais qui n'avaient pas les outils, en fait, nécessaires pour parler ce qui est finance, en fait. Donc, c'est ça qui a été, donc, qui a motivé cette formation-là. Donc, l'objectif de cette formation-là, en fait, c'est vraiment d'aider les gens à développer leurs compétences en finance. En fait, en finance adaptée au milieu, au secteur donc des OBNL, donc du communautaire et aussi des coopératives, mais aussi de pouvoir parler un langage financier. Hein. Donc, des fois, il y a des jargons, il y a des concepts. Donc, c'était vraiment pour vulgariser, en fait, justement, tout ce qui est finance pour le secteur. Donc, en fait, c'est une formation, on parlait tantôt de badge numérique. Donc là, c'est une formation, en tout cas, c'est l'ensemble des formations, en fait, qui sont montées sur un Moodle. Le Moodle, donc, c'est des plateformes, donc, très dynamiques, en parlant, donc, de formation qui s'adressent, donc, aux OBNL et aux coopératives. Et c'est très important, FC3, toutes les formations sont asynchrones. Donc, asynchrone, c'est-à-dire que l'apprenant est autonome, il apprend tout seul, mais il n'est pas abandonné à lui-même. Il y a toujours la possibilité d'avoir du tutorat, du coaching par un des concepteurs, en tout cas avec un professionnel. S'il a des questions, donc on va pouvoir répondre à ces questions-là. Et c'est une formation de 20 heures. En général, toutes les formations sur FC3 durent 20 heures et c'est assez flexible. Hein. Ils peuvent le faire en 1 an, en 2 ans. Donc, on leur donne une clé valable 6 mois. S'ils n'ont pas terminé le module, ils nous écrivent et puis donc on prolonge on prolonge en fait la date. Et puis donc, c'est une formation reconnue, en fait, certifiée avec donc la Soféduc, donc avec des unités d'éducation continue. Donc, pour revenir, donc, pour accéder, c'est via naturellement notre site Internet. Quoi d'autre? En fait, on parlait de collaboration, d'approche collaborative. Donc, FC3 se veut vraiment collaboratif. Merci, 5 minutes, je suis dans les temps. Donc, c'est une plateforme collaborative en sens que ce n'est pas simplement le comité sectoriel de main-d'œuvre qui met ces formations à disposition. Donc, on travaille avec d'autres acteurs, d'autres regroupements nationaux, tels que le Conseil québécois des entreprises adaptées, ou bien le CQL et le CQL, donc le Conseil québécois du loisir, qui a monté sa formation DAFA, donc diplôme d'aptitude aux fonctions, je pense, d'animateur, qui est maintenant accessible sur notre site. Donc, je parlais du Conseil québécois de la coopérative et de la mutualité avec sa formation pour vulgariser tout ce qui est coopération. Donc, c'est vraiment collaboratif et puis donc c'est accessible à tout le monde et c'est ouvert à tous les acteurs donc, du secteur de l'économie sociale et de l'action communautaire. Puisque j'ai quelques minutes de plus, donc je vais juste parler de 2 autres formations qui ne sont pas sur FC3, mais quand même qui sont très importantes. On parlait d'enjeux sociaux. Donc en ce moment, quand on parle beaucoup de pénurie de main-d'œuvre, donc le gouvernement a mis en place des formations courte durée. Souvent, c'est des jeunes adultes, en fait, qui participent à ces formations-là. Et puis, donc, on sait que dans le secteur de la petite enfance, il y a beaucoup de pénurie de main-d'œuvre. Donc, en ce moment, le comité sectoriel de main-d'œuvre, donc, on pilote un parcours courte durée, donc, travail-études avec donc l'AQCPE. Donc, ça marche bien. À ce jour, donc, en ce jour, donc, non, je vais retourner en arrière, je pense.
En tout cas, je ne sais plus comment ça fonctionne. Mais à ce jour, il y a 500 ou 600 étudiants qui sont inscrits dans le programme COUD. Et puis, on travaille en collaboration aussi, en partenariat avec les cégep et puis avec le ministère de l'Emploi. Ça, c'est notre programme, en fait, de préposer d'aide à domicile. L'aide à domicile aussi est un enjeu, hein, donc avec donc les maisons d'hébergement et tout. Donc aussi, ça, c'est notre programme d'apprentissage en milieu de travail pour certifier, encore une fois, des gens, des adultes, souvent c'est des adultes beaucoup issus de l'immigration, pour les certifier et puis donc les préparer donc à ces types de métiers-là. Voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez des questions, voici mes contacts, mes coordonnées. Merci. Dernière conférence, ce sera aussi un duo prononcé par Marie Martel, qui est de l'École de bibliothéconomie et des sciences de l'information de l'Université de Montréal, et Isabelle Coutan, je crois que vous la connaissez, vous vous souvenez, oui, du CDEACF. Le titre de la conférence, Bibliothèque et alphabétisation, la maison des communs. Quelle belle expression, la maison des communs. Oui, c'est pas ça. Non, c'est Ça, l'autre. c'est la deuxième. Ouais. Non. L'autre présentation. Contrairement aux apparences, j'aime pas du tout être sur scène pour dire que j'aime vraiment les sujets du forum. Notamment celui-là, donc les bibliothèques publiques et l'alphabétisation, si ça veut partir. Je peux commencer, c'est pas grave. Alors, comme je travaille dans un centre de documentation spécialisé notamment en alphabétisation des adultes, ça fait longtemps que je et nous intéressons à la relation qu'il y a entre les personnes moins alphabétisées et les bibliothèques publiques. Donc, les questions qu'on se pose au CEDAF depuis longtemps, c'est comment les personnes moins alphabétisées utilisent les bibliothèques publiques, quelle est la relation entre les deux, et non, toujours pas. Il y a déjà eu des collaborations entre le CEDAF, des groupes populaires en alphabétisation et des bibliothèques publiques. Il y a à peu près 6 ans, les bibliothèques de la ville de Montréal nous ont proposé de faire une recherche exactement sur ces sujets-là. Dans leur politique ou plan stratégique, il y avait l'idée de rejoindre des clientèles, comme ils disent, des publics qui sont moins traditionnellement utilisateurs des bibliothèques publiques, et voulaient comprendre comment les personnes moins alphabétisées à Montréal perçoivent les bibliothèques publiques, les utilisent. Là, j'aurais vraiment besoin de ma... Au bout d'un moment. Ouais, ok. Alors. Attends. Quand même, c'est utile. Ah ben, sinon, je peux la mettre. Non, moi, je l'ai sur mon cellulaire aussi. Bon, alors on est allé poser des questions aux formatrices, formateurs dans les centres d'éducation des adultes à Montréal et dans tous les groupes populaires en alphabétisation de l'île aussi, pour demander comment les... Bah oui, quand même, je l'ai faite, il faut l'utiliser. Ok. Donc c'est ça c'est le plan stratégique des bibliothèques de Montréal qui veulent donc consolider, développer l'offre de services avec les groupes en alphabétisation. Les résultats, je vais passer directement aux résultats. La plupart des personnes peu ou moins alphabétisées considèrent que la bibliothèque publique, c'est pas pour eux.
c'est un lieu qui est associé au savoir, à l'érudition même, parce que ce sont des grands bâtiments, plein de livres, plein de rayonnage, et c'est impressionnant. Donc, ce n'est pas un lieu où ces personnes ont envie de se rendre, parce que ça fait aussi un peu écho à l'échec scolaire. Ça rappelle ce bâtiment-là de l'école où il y a eu de l'échec. Les principaux freins à la fréquentation de la bibliothèque, c'est donc de se sentir en confiance et à peu près au même niveau, de se sentir bien accueilli. C'est là qu'on s'est dit qu'on pouvait agir, parce que travailler sur la confiance en soi des personnes, nous, on n'a pas de levier là-dessus. Par contre, travailler avec les bibliothèques publiques pour qu'elles soient plus accueillantes et que les personnes qui travaillent en bibliothèque comprennent qui est ce public, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Aussi, quand on a demandé à ces personnes quels sont les services de bibliothèque qu'elles connaissent, c'était pas grand-chose en fait. Elles savent qu'il y a des livres et qu'on peut les consulter sur place ou les emprunter à la maison, mais il y a énormément plus de services et de possibilités en bibliothèque publique qui sont pas connus. La présence d'ordinateurs et l'accès à Internet, ça reste quelque chose d'important aussi, parce que c'est pas tout le monde qui a un ordinateur et une bonne connexion à la maison. Et puis aussi, on a constaté que les groupes en alphabétisation emmènent parfois leurs participants dans les bibliothèques, mais les gens individuellement ou en famille n'y retournent pas. Les autres freins, c'est se repérer dans la bibliothèque, donc comprendre comment c'est organisé, même dans les sections, donc les romans, les documentaires, savoir qu'il y a des vidéos, des DVD ou qu'on peut emprunter, des livres audio, des choses comme ça. Et puis, un autre problème soulevé aussi, c'est le manque de ressources adaptées, c'est-à-dire des documents faciles à lire, romans faciles à lire, par exemple. On a déjà vu des belles collaborations entre les bibliothèques et des groupes en alpha. Et ça, c'était possible quand, donc dans la bibliothèque, il y avait une personne qui comprenait la spécificité de ce public. Le problème, c'est qu'il faut souvent réexpliquer à chaque fois qu'on se rend à nouveau à la bibliothèque, et c'est pas facile et c'est pas drôle. Je pense que je vais passer un peu vite pour que Marie puisse présenter. Les souhaits exprimés, c'est d'avoir des services adaptés, d'avoir accès à du matériel adapté et d'avoir des personnes de confiance qui peuvent familiariser les personnes non alphabétisées avec la bibliothèque. Je dis on a décidé Marie et le CEDAF, on a décidé, surtout moi, on a décidé de travailler sur cette relation entre les personnes moins alphabétisées et les bibliothèques publiques, parce qu'elles sont le seul lieu d'accès à de l'information et le seul endroit dédié au plaisir d'apprendre qui est accessible à tout le monde. Il y a des activités là-bas pour les tout jeunes jusqu'à les moins jeunes. Et puis aussi parce que c'est un endroit où tout est gratuit, disponible et qui est, à notre avis, le lieu des communs. Voilà. Merci. J'avais une patronne qui disait des services du berceau au tombeau. Oh, ben c'est bien.
Là, oui, ça peut être l'autre présentation. Mais en fait, c'est une présentation complémentaire. C'est un support visuel que j'ai imaginé plutôt sous le mode d'image pour montrer des bibliothèques d'aujourd'hui. Puis, en fait, ce que je vais présenter après le travail mené par le CEDAF et Isabelle autour de l'accès pour les personnes peu alphabétisées en bibliothèque, là, qui est un travail remarquable, puis qui va... on l'espère faire une différence si on tient compte de ces recommandations-là qui sont sur une base d'opérationnalisation, si on veut. Moi, ce que je vais faire, c'est peut-être présenter un certain nombre de repères plus généraux, donc des modèles qui concernent les bibliothèques d'aujourd'hui, et puis aussi certaines considérations, évidemment, en relation avec l'alphabétisation et les communs. Là, on cherche ma présentation, mais moi, c'est moins critique que... Oui, ça ne marche pas. C'est bon? Ah, OK. Bon, alors, c'est des images. Je vais y aller un peu selon mon inspiration. Il n'y a pas... C'est une atmosphère, on va dire. Ça, mes diapos ne sont pas minutés, par contre, donc ce n'est pas critique ici. Alors, déjà, il faut savoir que les bibliothèques ont une longue histoire d'engagement en matière d'alphabétisation. Ça remonte aux origines même des bibliothèques publiques au 19e siècle. Et puis, la plupart des formulations en termes de politique publique qui concernent les bibliothèques vont mentionner explicitement l'alphabétisation. Par exemple, dans le manifeste des bibliothèques publiques, IFLA UNESCO, on dit que les missions clés suivantes qui ont trait à l'information, à l'alphabétisation, à l'éducation, à l'inclusion, à la participation citoyenne et à la culture doivent être au cœur des services des bibliothèques publiques. Puis les lignes directrices des bibliothèques publiques du Québec, donc vraiment, oui, le document, on ne dirait pas normatif, là, mais vraiment d'orientation fondamentale, réfère aussi presque en ces termes-là à l'alphabétisation puis aux différentes missions des bibliothèques. Puis, il faut ajouter aussi que, pour souligner l'importance de certaines politiques publiques, que très rapidement, dans la formation des étudiants et des étudiantes en sciences de l'information et des bibliothèques, on les invite à aborder et évaluer aussi leur engagement professionnel en relation avec les objectifs de développement durable, un peu comme Mme Saint-Jean le disait hier. Des étudiants dans la salle qui pourraient confirmer à quel point c'est quelque chose d'important. Et puis, je vous dirais qu'en Amérique du Nord, peut-être plus particulièrement, on a adopté une conception du service qui est celle de la bibliothéconomie communautaire en intégrant des approches qui relèvent du développement communautaire, du outreach, du travail social également. Puis, il y a un auteur dans le domaine qui dit, entre autres, que la mission des bibliothèques d'aujourd'hui, c'est de faciliter la création de savoir dans la communauté. Il s'appelle David Lankes. Et ça, c'est pour souligner, dans le fond, que les bibliothèques sont passées d'un modèle qui se voulait transactionnel, où on faisait le pré-retour de livres, à un modèle qui est davantage orienté sur le relationnel, puis une manière de le présenter sous forme de formule. On dit que les bibliothèques sont passées des collections aux connexions. Donc, voilà. Ça implique différentes remises en question. Oui, je vais vous passer un peu la bibliothèque de Calgary. J'en ai d'autres, mais c'est une des dernières qui a été inaugurée au Canada. Oui, ça, c'est un mélange de Scandinavie et puis de l'Ontario. Alors, oui, donc ça implique une remise en question, entre autres, de la manière dont on concevait traditionnellement le savoir, parce que si on conçoit que le savoir est dans les livres, mais on prête des livres, mais toujours selon Lankes, si on conçoit que les savoirs ne sont pas nécessairement dans des livres, on va favoriser, entre autres, une conception qui est vivante,
dynamique du savoir et puis valoriser les savoirs existants dans les communautés. Donc, c'est un modèle qui va aussi remettre en question la gouvernance des bibliothèques en s'appuyant, entre autres, sur une autre manière d'aborder la relation entre les bibliothèques, ceux qui la dirigent et aussi les gens de la communauté, en faisant en sorte de favoriser une participation plus grande. Alors, oui, je vais changer d'image, tiens, à ce stade-ci. Je vais regarder l'heure également. Je ne sais plus à quelle heure on est rendu. Donc, mais ça se rapproche un peu, je vous dirais, ces virages-là des approches en éducation des adultes, parce que c'est quand même une importance, un soin qui est accordé à la manière dont les gens peuvent créer des savoirs dans une perspective de transformation personnelle et sociale. Donc, c'est aussi une approche qu'on va désigner comme l'approche des bibliothèques tiers-lieux ou les bibliothèques comme maison des communs. Puis, il y a différentes situations, on va dire, en bibliothèque, là, qui se rapprochent peut-être un peu plus, justement, de cette approche-là des communs, ou, par exemple, dans les espaces de fabrication numérique, les Media Labs, les grainothèques aussi, où on va partager des semences au printemps. Là, c'est le moment fort en ce moment. D'ailleurs, en fait, il y a plusieurs bibliothèques dont les collections de semences actuellement sont en rupture de stock tellement c'est populaire. Il y a aussi les ateliers Wikipédia. Donc, c'est vraiment une approche des communs où on conçoit qu'il y a une ressource, une communauté aussi, puis des gens qui se donnent des règles de partage. Puis la bibliothèque, à ce moment-là, elle est là pour pérenniser ces communs-là, puis agir, dans le fond, au niveau du maintien de la possibilité de créer ces communs-là. Donc, bibliothèque communautaire, bibliothèque tiers-lieu, maison des communs, puis peut-être juste un dernier repère, c'est le concept de littératie communautaire qu'on étudie aujourd'hui, parce que ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'il y a cette importance-là accordée aux pratiques littéraciées des communautés. Ensuite de ça, il y a un autre niveau d'organisation qui implique des relations entre les communautés et soit des organismes ou des institutions. Mais la littératie communautaire, c'est aussi, en fait, un troisième niveau d'organisation qui veut s'intéresser aux relations qui vont exister entre les communautés, les institutions, les organismes, et qui vont faire en sorte qu'il y ait une certaine forme d'interdépendance, des nouvelles pratiques de littératie qui vont émerger. Et puis, une revue de littérature sur le concept de littératie communautaire, qui est des approches et des notions qui existent depuis plusieurs décennies, ont montré en fait que ce troisième niveau d'organisation-là, ce qui le caractérise, c'est quand les liens qui sont tissés entre communautés, organismes, institutions, sont orientés sur des finalités de justice sociale. Donc, je vous laisse là-dessus, sur cette idée-là de littératie communautaire fondée sur, une visée de justice sociale. Puis peut-être que la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est comment mettre en place de tels systèmes d'apprentissage, en fait, qui sont interdépendants, puis orientés sur le bien commun, puis comment les bibliothèques publiques, j'ai parlé des bibliothèques publiques, mais on aurait pu parler des bibliothèques scolaires également, mais comment elles peuvent participer puis agir sur ces mobilisations, puis ces collaborations qui sont productives de bien commun. Alors, merci. Je pense que justice sociale, c'est une belle expression pour terminer la matinée. Je remercie Sébastien, Martine, Karine, Isabelle Bourgeois, Isabelle Coutan et Souleymane et Marie pour ces conférences. Si vous me permettez, je mettrai fin à la séance du matin pour que vous ayez le temps de dîner et que vous ne soyez pas à la course. Vous aurez l'occasion informellement d'échanger avec les conférenciers, puis tout à l'heure dans les ateliers. Donc, c'est la même formule. Nous revenons qu'hier. Nous revenons à 14 h. Vous vous rendez directement
à l'atelier. C'est un dîner libre, il y a des restaurants un peu tout le tour et il y a une salle qui est réservée si vous avez un lunch ou si vous revenez avec un take-out, le R515, donc à la table